Allez, on commence. 43, c'est pas mal. Donc aujourd'hui, nous finissons le cours sur la dimension finie. Donc hier, on a parlé de quoi d'ailleurs? On a parlé d'applications linéaires, notamment de formes linéaires et d'hyperplans. Et donc le résultat principal était que n'importe quel. Donc d'abord que si je fais l'intersection de P hyperplan, alors ça me donne quelque chose qui est forcément de dimension supérieure à n-p si je suis dans un espace de dimension n. Donc c'est important de penser à ça comme ça. Quand vous faites des intersections d'espace, ce qui va compter, c'est pas la dimension des espaces, c'est ce qui manque pour avoir la dimension de l'espace, de l'espace ambiant. Donc quand on a un hyperplan, il est de dimension n-1, et donc il manque 1 pour avoir toute la dimension de l'espace ambiant qui est n. Et donc, quand j'ai P hyperplan, au pire, à chaque fois, je diminue de 1. Donc, ce qui compte, c'est vraiment ce qui manque pour arriver à la dimension de l'espace ambiant, c'est pas la dimension en tant que telle. Ok, ce qu'on appelle la codimension, si vous aimez le vocabulaire. Donc, la codimension, c'est juste la dimension de l'espace ambiant, donc n en l'occurrence, moins la dimension. Bref, il n'y a pas besoin de ça pour comprendre ce que je viens de dire. Donc voilà, quand on fait l'intersection de P hyperplan, la dimension est supérieure à n-p et une sorte de réciproque. Si f est un sous-espace vectoriel de E de dimension n-p exactement, alors je peux toujours l'écrire comme l'intersection de P hyperplan. Ok, donc on s'était arrêté là. Alors je vais donc d'abord j'ai une proposition qui est un peu un oubli que j'aurais pu mettre bien avant sur le lien un peu précis entre forme linéaire et hyperplan. Donc sans doute quelque chose que vous aviez. Monsieur, Oui, vous n'avez pas mis en ligne la nouvelle version du cours, du coup on n'a pas la partie. c'est pas faux. Je fais ça tout de suite. Ouais, désolé, j'ai oublié de faire ça hier soir. Voilà, c'est fait. Bon, je vous laisse 2-3 minutes du coup pour vous organiser. Ok, bon. Donc, je considère. Donc voilà, donc l'oubli en question, c'est le lien précis entre hyperplan et forme linéaire. Donc ça n'a rien à voir avec la dimension, j'aurais pu le mettre dans le chapitre précédent. Donc qu'est-ce que ça dit? Simplement que. Attendez, qu'est-ce qui se passe encore? Bon, ça commence bien. J'ai rien. Excusez-moi, j'ai encore un problème technique. Okay. Juste pas le bon style. Ok. Tout va bien. Donc, je prends L1 et L2, deux formes linéaires non nulles sur un espace vectoriel, et je prends H1 et H2, leurs noyaux respectifs, donc H comme hyperplan, puisqu'on sait que ce sont des hyperplans par définition. Alors, je dis juste que H1 est égal à H2 si et seulement si les deux formes sont collinaires.
D'accord? Donc collinaire dans quoi? Bah, dans l'espace où elles vivent, c'est-à-dire dans le dual de E, dans l'ensemble des formes linéaires. Donc ça veut dire elles sont simplement proportionnelles. L1 est égal à A fois L2 pour un certain A. D'accord? Donc il y a un sens qui est facile. Si L1 et L2 sont collinéaires, donc L1 est égal à A fois L2, où A c'est un certain scalaire, eh bien sûr, le noyau de L1 va être égal au noyau de L2. D'accord? A est différent de 0, hein, puisque ni L1 ni L2 ne sont nuls. Donc ça, il n'y a pas de problème. Monsieur, Oui, est-ce que on avait vu la notion de dual quelque part ou pas? je l'ai défini, je pense. Enfin, j'ai dit que c'était l'ensemble des formes linéaires qu'on appelait ça le dual. Ok, enfin, c'est écrit ou pas? Je pense. Ok, moi, j'ai regardé. Peut-être pas, je sais plus. Je crois. Ou alors je vais juste donner la notation. Non, c'est possible, hein, je sais pas. Genre, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Ta. Forme linéaire. Ouais, non, j'ai dit on note E'. Ok. Voilà, c'est à cet endroit-là, c'est page 22. On appelle ça le dual de E. C'est pas, je pense pas que le terme est pas au programme. Donc voilà, mais j'ai pas besoin, hein. Je peux simplement dire que, je peux simplement appeler ça E' et puis c'est tout. Ok. C'est l'ensemble des formes linéaires. Ok, donc E' ou E étoile. Ah, en fait, je sais pas quelle est la notation officielle dans le programme, pardon. Je vais vérifier, parce que ça c'est important. Il n'y ait pas de bug. Parce que les deux s'utilisent, mais j'ai l'impression qu'ils n'utilisent pas de notation du tout. Bon, je vérifierai pour les notations. En tout cas, donc E étoile, c'est E', c'est les applications linéaires de E dans K. D'accord? Donc c'est trois fois la même chose. Je verrai lesquelles sont les notations du programme. Bon, LEK c'est sûr, mais je pense qu'il y en a une en plus, mais je sais pas laquelle. Mais en tout cas, quand j'utilise une de ces trois notations, je parle toujours de la même chose, à savoir le dual. Enfin, c'est-à-dire l'ensemble des formes linéaires sur. Donc je reprends. Donc si L1 et L2 sont collinéaires, donc c'est-à-dire si elles diffèrent par une constante multiplicative non nulle, alors on a bien ker1 égale kerL2, kerL1 égale kerL2. Et réciproquement, je suppose que les hyperplans sont les mêmes, donc que les formes linéaires ont le même noyau. Et je veux montrer à ce moment-là que les formes sont proportionnelles, que les formes linéaires L1 et L2 sont proportionnelles. Donc je vais choisir un élément x hors de H1. Et je sais à ce moment-là que H1 somme directe avec vect x est égal à E. D'accord? Donc à la fois leur somme est égale à E et ils sont en somme directe. Ils sont supplémentaires. Donc maintenant, L1 de x, L1 de x, il est non nul, parce que s'il était nul, il serait nul à la fois sur vect x et sur H1, et donc il serait nul tout le temps, et alors qu'on a dit que L1 n'était pas nul. Et pareil pour L2 de x, puisque on a dit que H1 était égal à H2, donc si L2 est nul sur x, elle est aussi nulle sur H1, et donc elle est nulle partout. Donc L1 de x et L2 de x sont non nuls, et donc je peux poser A qui est L1 de x sur L2 de x, donc c'est juste une division entre deux scalaires, et A est non nul. D'accord? Là, je divise par un truc non nul, et le numérateur aussi est non nul. Et donc maintenant, la forme linéaire A fois L2, ce que je dis, c'est que sur x, elle est égale à L1 fois x, donc ça parce que A fois L2 appliqué en x, c'est juste A L2 de x, mais A L2 de x, les L2 simplifient, donc c'est L1 de x. D'accord? Donc A fois L2, elle est égale à L1 sur x. Comme elle est égale à L1 sur x, elle est égale à L1 sur toute la droite engendrée par x, donc sur sous-vect x. Et ensuite, L1 et L2, elles sont égales sur H1, puisque sur H1, qui est égal à H2, les deux sont nuls. Donc vous avez les deux formes linéaires A fois L2 et L1 qui sont égales sur vect x et sur H1, c'est-à-dire sur deux supplémentaires de E.
Et donc, si on a deux applications linéaires, ici des formes linéaires, mais c'est vrai pour des applications linéaires en général, si vous avez deux applications linéaires qui sont égales sur deux supplémentaires d'un espace, alors elles sont égales tout court. Donc, on en déduit que L1 est bien égal à A fois L2. D'accord? Donc ça, voilà. Donc c'est juste un oubli. Vous pouvez considérer que maintenant c'est bon. Donc il faut juste faire un petit peu attention. Quand vous avez un hyperplan, de ne pas parler de l'équation de l'hyperplan. Il y a une équation, ça dépend d'une constante. Donc c'est en général pas très méchant, mais il faut juste faire un petit peu attention et être capable de démontrer le sens un peu plus compliqué entre guillemets, savoir que il pourrait pas y avoir des équations qui sont pas proportionnelles, quoi. L'hyperplan, il définit vraiment l'équation à une constante multiplicative près. Ok. Donc ceci étant dit, alors maintenant je veux faire un paragraphe donc où je vais rien ajouter de nouveau, mais juste pour souligner un petit peu ce truc-là. Donc c'est ce que j'appelle voilà. Donc j'ai écrit famille génératrice ou équation. Donc la problématique est la suivante. Donc on est dans Rn et dans Rn on considère un sous-espace vectoriel de dimension p. Et donc ce que je dis c'est que ce qu'on a pu voir au cours des cours précédents, c'est que f il peut être donné sous deux formes différentes. Donc soit par ce qu'on peut appeler paramétrage, c'est-à-dire on donne une base f1 fp de f. Et alors, puisque c'est une base f, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires, donc la somme des sommes de k lambda 1 à p des lambda k fk, avec les lambda k des réels. Et les lambda k, on peut les appeler, si on veut, des paramètres. Et puisque les fk forment une base, le nombre de paramètres est égal exactement à la dimension de f, par définition. D'accord? Donc ça, c'est une présentation de f, si on veut, par paramètre. Maintenant, on a une autre façon de présenter un espace vectoriel et c'est par équation. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne f comme l'ensemble des solutions d'un système d'équations linéaires. Donc ça, c'est le vocabulaire qu'on aurait pu avoir jusqu'au cours qu'on a fait. Aujourd'hui, on dirait plutôt que f, c'est l'intersection de n-p hyperplans, et c'est-à-dire que c'est l'ensemble des solutions d'un système de n-p équations de type LK de x égale 0, où LK est une forme linéaire. D'accord? Je rappelle que dire qu'on est dans un hyperplan, c'est dire qu'on est dans le noyau d'une forme linéaire. Donc dire qu'on est dans l'intersection de P hyperplans, c'est dire qu'on est qu'on vérifie qu'on est dans le noyau commun de P forme linéaire. Donc on vérifie n-p, n-p équation du type forme linéaire en x égale à 0. Donc et donc ça c'est vraiment important de voir la différence et quand on vous donne un sous-espace vectoriel, de comprendre comment il est défini. Soit on vous le donne à partir d'une base, plus généralement d'une famille génératrice, soit on vous le donne à partir d'un système d'équations linéaires. Si le système est optimal d'une certaine façon, quand notre espace est de dimension P, on sait qu'on peut choisir que n-p équations, mais rien ne nous empêche d'avoir plus d'équations. Sachant que dans ce cas-là, ça voudra dire qu'il y aura des équations qui sont pas complètement indépendantes. On reviendra là-dessus quand on refera les systèmes linéaires. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas une forme qui est meilleure que l'autre. Et ça dépend en gros du problème qu'on va considérer. Donc, typiquement, si on a f et g, deux sous-espaces vectoriels, et qu'on demande qui est f plus g, donc on demande de calculer l'espace vectoriel engendré par f et g, eh bien, si on a une base de f et une base de g, eh bien, l'union des bases, ça va être pas forcément une base, mais au moins une famille génératrice. Ça va être au moins une famille génératrice de f plus g. D'accord? Je prends une base de f, f1, fp. Je prends une base de g, g1, gk. Alors, si je mets tout ça ensemble, c'est générateur de f plus g. Ce sera une base si et seulement si f et g sont en somme directe. Mais en tout cas, même si c'est pas une base, on pourra toujours dire que, comme la famille est génératrice, tout vecteur de f plus g s'écrit comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. C'est juste que peut-être il y a des vecteurs qui sont en trop, puisque peut-être c'est pas une base. Mais en tout cas, on a quand même une définition par paramètre.
même si peut-être elle n'est pas optimale et qu'il faudrait peut-être encore réduire pour se ramener à une base. Ok, donc en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que quand on a deux paramétrages de f et de g, bah, on a facilement un paramétrage, peut-être pas optimal, mais de f plus g. Ok. Maintenant, si plutôt que de demander f plus g, on demande f inter g, ben là, c'est facile de conclure si on a des équations pour f et g. D'accord? Si j'ai des équations pour f et des équations pour g, eh bien, ce qui définit f inter g, c'est simplement vous mettez les équations ensemble. De nouveau, même si le nombre d'équations était optimal pour f et pour g, c'est-à-dire si on avait dim f égale p, et donc avec n-p équations, dim g égale q avec n-q équations, quand on regarde f inter g, ça a une certaine dimension. Et là, je vais avoir 2n moins p moins q équations, puisque je les mets ensemble. A priori, rien nous dit que la dimension de f inter g, qu'on n'aurait pas pu avoir moins d'équations ici. D'accord? Peut-être qu'il y a il pourrait y avoir, par exemple, 2 fois la même équation qui apparaît dans f et dans g. D'accord? Mais c'est pas grave. En tout cas, on a quand même une définition comme ensemble des solutions d'un système de type forme linéaire évaluant x est égal à 0, c'est-à-dire on le présente comme une intersection d'hyperplans. D'accord? Donc voilà, ce qui est important là, c'est de comprendre, c'est que quand on a le paramétrage, c'est facile d'avoir la somme, quand on a les équations, c'est facile d'avoir l'intersection. Et du coup, c'est important de pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc comment ça marche? Alors ça, on a déjà fait un exercice, on va en refaire un parce que c'est important et qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'hésitation sur ça. Donc quand vous avez un paramétrage et que vous voulez aller vers des équations, vous prenez un x quelconque dans Rn, que vous écrivez en coordonnées x1, xn, et vous dites quand est-ce que x s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la base de mon sous-espace. D'accord? Mon sous-espace, il est donné avec une base, plus généralement avec une famille génératrice. J'écris quand est-ce qu'il existe des scalaires lambda 1, lambda k, tels que x est la somme des lambda k, lambda i, ei où ei est la base de mon sous-espace. Et ça me donne un système avec un second membre qui est donné par les équations, par les coordonnées de x. Et maintenant, je résous mon système, donc par pivot de Gauss. Et à la fin, ce que ça va me donner, c'est que j'aurai une solution sur les scalaires, c'est-à-dire que mon vecteur s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de ma base, de ma famille génératrice, si et seulement si les coordonnées x1 et xn vérifient certaines équations qu'on appellera des équations de compatibilité. Et donc, ce sont ces équations de compatibilité qui sont les équations linéaires qui définissent notre sous-espace. D'accord? Donc ça, c'est la façon, à partir d'une base ou d'une famille génératrice, d'obtenir des équations pour notre sous-espace. Réciproquement, si je pars d'équations de mon sous-espace et que je veux obtenir une base ou une famille génératrice, eh bien, de même, je dois résoudre un système linéaire. Donc, je dis, voilà, donc j'ai mes équations. Quelles sont les solutions de mes équations? Là, je suis vraiment en train de résoudre directement le système linéaire. Et donc, je fais mon pivot de Gauss. Et une fois que j'ai fini mon pivot de Gauss, eh bien, normalement, on voit qu'un certain nombre de variables, toutes les variables peuvent s'exprimer à partir de variables qu'on peut appeler des variables libres ou des variables secondaires. On reverra ça plus tard. Et donc, en gros, ces variables libres, elles, vous allez leur donner une valeur quelconque et toutes les autres s'exprimeront en fonction de celle-là. Et donc, ça vous donne facilement une base de votre sous-espace, le cardinal de la base étant le nombre de variables libres. Bon, c'est plus facile à voir ce que ça veut dire quand on le fait plutôt qu'à expliquer comme ça. Donc, juste après, donc il y a un exercice que j'ai remis dans la feuille qui est, voilà, donc on fait les deux sens, on prend P donné par paramétrage, on demande de trouver un système d'équations linéaires, Q, on fait le contraire, et après, on demande de calculer P inter Q et P plus Q, mais sans utiliser la formule de Grassmann, c'est-à-dire sans utiliser un résultat pour avoir l'autre. D'accord? Donc, pour faire un peu des deux côtés. Ok, donc on fera ça tout à l'heure. C'est important que ça soit une méthode qui est bien comprise. Ok, donc on voit le bout. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, cette partie 2, 3, 4. Le but, c'est simplement de calculer la dimension des espaces d'application linéaire entre deux
entre deux espaces vectoriels. Donc d'abord, on a le cas particulier du dual. Alors donc, on m'a dit que j'avais pas donc ensemble des formes linéaires. Donc le dual de E, donc soit E de dimension finie, alors son dual, donc je rappelle, c'est simplement l'ensemble des applications linéaires de E dans K. Il est aussi de dimension, il a la même dimension. Il a la même dimension et en fait on peut facilement donner une base de cet espace. Donc si E1 EN est une base de E, la famille E1 étoile EN étoile de E étoile. J'aurais dû me fixer sur une notation, je vais dire étoile à chaque fois. La famille E1 étoile, EN étoile. Donc ça, c'est une famille de formes linéaires et EI étoile, il est défini par sa valeur sur la base EJ. Donc EI étoile, c'est l'application linéaire qui va de E dans K et qui à EJ associe 1 si I égale J et 0 sinon. Donc je rappelle que n'importe quelle application linéaire, elle est définie uniquement à partir de l'image qu'elle vaut sur une base de l'espace. Donc si je définis ma forme linéaire sur la base EJ, bah, ça me définit une unique forme linéaire. D'accord, enfin, si je définis mon application EI étoile sur qu'elle vaut en chaque EJ, bah, ça me définit une unique forme linéaire, à savoir EI étoile appliquée à un élément de la forme somme de XI EJ. Bah, c'est simplement par linéarité, c'est la somme des XJ EI étoile de EJ. Et bah, qu'est-ce qui reste ici? Bah, là, ça va faire 0 tout le temps, sauf quand I égale J, et donc il va rester XI à la fin. D'accord? Donc là, la forme EI étoile, c'est simplement l'application linéaire qui renvoie la IM coordonnée d'un élément X de E, IM coordonnée selon la base E. Ok, donc en tout cas, cette famille E1 étoile, EN étoile, on dit que c'est une base de E étoile. Et cette famille E1 étoile, EN étoile, on l'appelle la base duale de la famille E1, EN. Donc ça, c'est complètement hors programme. Enfin, complètement. Pas... Je le dis. Et ça, pour le coup, c'est plus trop dans l'esprit du programme, mais voilà. Là, on en a besoin pour la preuve et c'est juste un mot en plus, quoi. Mais je l'utiliserai pas beaucoup. Donc, on a 2 points. On a la dimension et on a le fait que quand on a une base particulière, alors de E, on a une base particulière de E étoile. Bien sûr, si je monte le deuxième point, ça me dira que E étoile est de dimension n. Donc en fait, il y a juste le deuxième point qu'il faut montrer. Donc cette famille-là est bien une base de E étoile. Donc la première remarque, c'est que les formes linéaires EI étoile sont bien définies. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. On a donné les valeurs de EI étoile sur les éléments d'une base de E. Et donc notre application linéaire, notre forme linéaire est bien définie ensuite par linéarité. Donc on doit montrer que cette famille est une base de E étoile. Donc on va faire comme d'habitude par le fait qu'elle est libre et le fait qu'elle est génératrice. Donc je considère lambda 1, lambda n des scalaires tels que la somme pour i égale 1n des lambda i i étoile est égale à 0. Donc là on est en train de parler d'une somme d'applications linéaires, une somme de formes linéaires. Il faut bien faire attention à pas encore une fois au problème de typage, d'homogénéité si vous voulez. Un vecteur, c'est pas une application linéaire, c'est pas une forme linéaire, c'est pas une application linéaire dans un espace de dimension plus grande que 1. Il faut savoir de quoi on est en train de parler quand on a ce genre de truc. Et donc, j'ai une application qui doit être égale à 0 et je veux montrer que tous les lambda i sont nuls. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais évaluer cette relation-là en EJ pour un J quelconque. Et donc, quand je fais ça, j'obtiens que 0 est égal à la somme pour i égale à 1n des lambda i i étoile évalués en EJ. Donc là, j'ai utilisé la linéarité. Non, j'ai pas utilisé la linéarité, pardon. J'ai rien utilisé du tout. J'ai juste utilisé que ça, c'était la valeur en EJ. Mais ça, c'est la somme pour i égale 1n des delta ij, symbole de Kronecker. Et donc, ce qui reste dans cette somme-là, c'est juste lambda j. Donc, j'obtiens que pour tout j, lambda j est égal à 0, et donc ma famille est bien libre. OK? Ensuite, je considère grand L une forme linéaire quelconque.
et je considère petit l la forme linéaire somme. Donc là, c'est une combinaison linéaire des EI étoiles. L de EI, ça appartient à K. Et donc, je dis simplement que L, c'est la somme pour I allant de 1 à N des L de EI étoiles. Donc, c'est une combinaison linéaire des EI étoiles, les scalaires étant les valeurs de grand L en EI. Et donc, ce que je vais dire, c'est que petit l et grand L sont les mêmes. Donc, quand j'évalue L en EJ, j'obtiens somme pour I égale 1 N de la valeur de L en grand L en EI étoile évalué en EJ, c'est-à-dire delta IJ. Et donc, de nouveau, ce qui reste, c'est grand L de EJ. Donc, petit l de EJ, c'est grand L de EJ. Donc, petit l et grand L, ils coïncident sur tous les éléments de la base E à EN. Et donc, quand vous avez deux applications linéaires qui coïncident sur les éléments d'une base, elles coïncident. Donc, grand L est égal à L, mais à petit l. Mais petit l, par définition, lui, il est combinaison linéaire des EI étoiles. Et donc, ça me dit bien que mon application, ma forme linéaire grand L, est combinaison linéaire de ces E1, de ces EI étoiles. Donc, les EI étoiles forment une famille génératrice de l'ensemble des formes linéaires de E sur E. Ok, je vous laisse un peu digérer ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Ok. Donc voilà, donc comme je disais, hein, les éléments, la base duale d'une base E, c'est l'ensemble des formes linéaires qui renvoient les coordonnées d'un vecteur de E selon la base E. Ça, c'est important d'y penser comme ça. Vous voyez là, EI étoile, c'est la forme linéaire qui a un vecteur qui s'écrit somme des xj, ej, renvoie la im coordonnée, c'est-à-dire xi. D'accord? Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que cette notion de coordonnées, finalement, c'est la même chose que la notion de forme linéaire. D'accord? Quand on parle des coordonnées quand on regarde dans un espace de dimension n et qu'on dit on renvoie la im coordonnée, renvoyer la im coordonnée, c'est une forme linéaire. Et si on considère l'ensemble des n formes linéaires, donc on renvoie la première, la deuxième, etc., jusqu'à la énième, eh bien ça forme une base de l'ensemble des formes linéaires. Donc on appelle la base duale. Ok. Donc encore une fois, la notion de base duale n'est pas au programme. Mais c'est quand même utile au moins pour ces preuves. Et donc le dernier théorème, donc c'est une généralisation si on veut. C'est le cas où on regarde l'ensemble des applications linéaires non pas de E dans K, mais de E dans un espace vectoriel quelconque F, tous les deux étant de dimension finie. Et donc l'espace vectoriel des applications linéaires de E dans F, c'est un espace vectoriel de dimension de E fois dimension de F. Ok. Donc, dans le cas qu'on vient de faire, F, c'est K, donc K est de dimension 1, et donc on retrouve bien dimension de E fois 1, c'est-à-dire dimension de E. Donc, c'est bien une généralisation. Voilà, et donc si E1N est une base de E et si F1FP est une base de F, on peut donner une base de l'ensemble des applications linéaires de E dans F. Et donc, cette base elle est donnée par la famille UIJ, donc il y a un double indice 1 qui va aller de 1 à n et 1 qui va aller de 1 à p. Donc, I va de 1 à n et J de 1 à p, de sorte qu'on a bien n fois p éléments là-dedans, n fois p applications linéaires. Et chaque application linéaire, elle est définie par, pour tout x dans E, UIJ de x, c'est EI étoile de x, donc c'est-à-dire la IM coordonnée de x dans la base E, fois FJ. D'accord? Donc là, il y a un mélange entre différentes choses. Donc il y a le FJ qui est la base de F, et là, il y a EI étoile qui est un élément de la base duale de E. D'accord? Et à partir donc de la base duale de E et d'une base de F, on arrive comme ça à construire une base de LEF, c'est-à-dire les briques élémentaires, si on veut, d'application linéaire de E dans F.
Donc ça, on refera ça rapidement avec les matrices. On donnera une interprétation un peu plus visuelle de ce théorème. Mais donc voilà, donc il faut penser qu'ici on a n fois p applications linéaires et que c'est n fois p applications linéaires. Toute application linéaire va pouvoir s'exprimer de façon unique comme combinaison linéaire de CUIJ. C'est ça qu'on doit montrer. Donc, comme précédemment, il suffit de prouver la deuxième partie, d'accord? Puisque si on montre que ça c'est une base, eh bien on a bien np éléments, donc dim e fois dim f éléments. Donc d'abord la liberté, donc je considère des scalaires lambda ij tels que somme des lambda ij uij est égal à 0. Donc si j'évalue en ES, alors il faut faire gaffe à toujours à utiliser des indices qui ne sont pas déjà pris. Je ne peux pas utiliser I ni J, ni N ni P, puisque N et P, c'est les constantes des dimensions. I et J, c'est les indices entre les constantes des dimensions. Donc S, il appartient à un N aussi. D'accord? C'est un élément, ES, c'est un élément de la base canonique, de la base, pardon, de la base de E. Donc quand j'évalue ce truc-là en ES, ça me dit que 0 est égal à la somme sur IJ des lambda IJ. EI étoile X, donc UIJ de ES. Mais UIJ de ES, c'est EI étoile de ES, c'est-à-dire delta IS. Donc delta IS fois FJ. D'accord? Je dis juste que UIJ de ES, ça c'est, je remplace X par ES et j'évalue, donc ça me fait delta IS de FJ. Donc c'est ça que j'ai utilisé ici. Et la somme sur les deux indices I et J, donc j'ai pas mis les bornes, hein. Les bornes c'est toujours les mêmes, c'est entre 1 et n pour I et entre 1 et P pour J. Donc cette double somme là de lambda IJ, delta IS, FJ, finalement comme j'ai ce delta IS, il y a que quand I égale S que ça va donner quelque chose, puisque sinon c'est 0. Et donc en fait cette double somme, je peux l'avoir comme une somme simple. Je somme plus sur I, je fais juste I égale S. Et quand je fais I égale S, du coup, j'obtiens la somme sur J des lambda et J, FJ. D'accord? Et donc, je sais que 0 est égal à la somme des lambda et J, FJ. Mais les FJ, c'est une base de F. Et donc, comme les FJ, c'est une base de F, tous les lambda et J, à S fixé, doivent être nuls. OK? Puisque 0, c'est la somme de cette somme-là. Et maintenant, S, il était quelconque entre 1 et n. Donc, j'ai montré que pour tout S entre 1 et n, et pour tout J entre 1 et P, lambda et J étaient nuls. Donc, finalement, tous les lambda et J sont nuls. Et donc, le caractère générateur. Donc, si je prends un U, une application linéaire de E dans F, et que je prends un X dans E, eh bien, U de X, il appartient à F. Et donc, U de X, il s'écrit comme combinaison linéaire des FJ. Donc, je l'écris comme lambda J FJ. Et comme ça dépend de X, j'écris lambda J de X fois FJ. Donc, c'est une somme, c'est une combinaison linéaire où les scalaires dépendent de X des FJ. D'accord? Mais maintenant, lambda J de X, je l'ai écrit exprès pour y penser comme une application. Si je regarde l'application lambda J qui a X donne lambda J de X, ça, on vérifie tout de suite que c'est une forme linéaire sur E. D'accord? C'est un scalaire qui dépend de X. Et vous vérifiez si vous prenez U lambda X plus mu X prime que vous allez bien avoir les bons coefficients devant les FJ. OK. Et donc, à partir du moment où ce sont des applications linéaires, eh bien, d'après ce qui précède, je peux exprimer, donc ce sont des applications, des formes linéaires sur E. D'accord? X, il appartient à E et j'associe un scalaire. Et donc, d'après ce qui précède, ce qu'on a dit sur l'ensemble des formes linéaires, eh bien, lambda J, il peut s'exprimer comme combinaison linéaire de façon unique des EI étoiles, puisque les EI étoiles forment une base de l'ensemble des formes linéaires sur E. Donc, il peut s'exprimer, lambda J peut s'exprimer comme combinaison linéaire des EI étoiles
qu'on a U de X qui est la somme sur J des lambda JX FJ. Mais on a dit que lambda JX était la somme il n'y a pas de J ici, pardon. Donc, la somme sur J de la somme sur I des lambda IJ EI étoile de X, FJ. Et donc ça, c'est la somme sur I et J des lambda IJ EI étoile de X, FJ, c'est-à-dire UIJ de X. Donc j'ai montré que U de X, c'était la somme sur IJ des lambda IJ UIJ de X. Et donc, comme c'est vrai pour n'importe quel X, ça veut dire que les applications sont les mêmes. Donc U égale somme des IJ lambda IJ de U. IJ. Ok. Et donc, alors ceux qui aiment les formules un peu acrobatiques, en fait, les lambda J de X, en utilisant la base duale, mais cette fois-ci dans F, la base duale des FJ, on voit facilement que U de X, en fait, on peut l'exprimer comme la somme sur J des FJ étoiles de U de X fois FJ. Et donc, à la fin, les lambda IJ qui sont là, on peut les exprimer directement. Donc, U, c'est la somme sur IJ des FJ étoiles U de I, U de IJ. D'accord? Donc, ça, c'est FJ étoile U de I. Donc, U de I, ça, c'est un vecteur de F. Donc, FJ étoile de U de I, c'est un scalaire. Et ça, c'est une application linéaire de E dans F. Donc, je suis en train de faire un scalaire fois une application de E dans F. Donc, ça, c'est simplement UIJ, c'est mes vecteurs de la base. Et là, devant, j'ai les scalaires. Donc, j'ai juste dit que lambda IJ, en fait, j'aurais pu l'exprimer comme FJ étoile de appliqué à U de I. Ok, donc ça, c'est dans E. Ça, c'est dans F. Et le tout, c'est dans K. Bon, c'est un petit peu abstrait, technique. Donc voilà, ce genre d'opération, de petits calculs, il faut être capable de les faire, mais il n'y a rien d'explicite au programme sur ces trucs-là. Par contre, les résultats de dimension, eux, sont au programme, donc il faut savoir faire ces preuves-là. Après, voilà, on vous demande pas d'être très très habile sur ces manipulations en termes de base duale et tout ça. Ça, c'est plus trop dans l'esprit du programme aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute avant qu'on passe à la séance genre TD. Du coup, la fonction UIJ de X, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne la coordonnée en I fois FJ. Je n'ai pas trop compris ça. C'est ça, c'est que elle donne la fonction UIJ, ça, elle prend un élément X de E, elle renvoie sa IM coordonnée et elle multiplie cette coordonnée, donc qui est un scalaire, par FJ, qui est un élément de F. Ok. Donc elle est à valeur dans un espace de dimension 1, puisqu'elle est UIJ, c'est de rang 1, puisque c'est à valeur dans FJ. Ouais. C'est à valeur dans l'espace de engendré par FJ. D'accord? Donc elle est de la forme linéaire. Enfin, forme linéaire fois. Enfin, c'est mal dit, quoi. Elle prend l'élément X, elle renvoie sa IM coordonnée et elle multiplie ce scalaire-là par FJ. Ouais, ok. Ouais, je vois, ok. Ah oui, du coup, il y a forcément cette dimension E fois dimension F valeur. C'est ça, c'est que la base, là, on a n. N fois P valeur. Voilà, n fois p éléments dans cette base-là, et donc ça prouve bien que l'espace vectoriel est de dimension dim E fois dim F, puisqu'on a montré que c'était une base. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, dans ce cas-là, vous pouvez ouvrir la feuille que j'ai envoyée ce matin. Je l'ouvre aussi dans le stream.
Donc ça, c'est la feuille exo 1er avril. Je suis désolé, j'ai pas prévu de blague, mais en temps normal, j'aurais peut-être pensé. Donc voilà, on a 6 exercices. Donc l'exercice 1, c'était quelque chose qui était dans la feuille, le 2 aussi. Et après 3, 4, 5, 6, c'est des choses un peu nouvelles. Donc là, il est 10h45. Donc je vous laisse. Je pense qu'on fera un peu de résolution à partir de vers la fin, vers 11h40. Donc on ne corrigera bien sûr pas tout. Donc dans l'heure qui vient, je vais commencer à. Je vais faire comme la dernière fois. Je vais me mettre dans le discussion maths et puis j'appellerai des gens un peu au fur et à mesure. Donc essayer d'être alerte. Et voilà, donc j'appelle le premier d'ici un quart d'heure pour que vous ayez un petit peu avancé. Donc voilà, et puis si vous avez envie de venir me parler sans que je vous appelle, vous pouvez venir aussi, bien évidemment. Ok. Il y a besoin du streaming ou je peux le virer? Bah, non. Non, c'est bon, vous pouvez le virer. Pas obligé. Bon, vous avez la feuille. Ok, bon, je me déconnecte un quart d'heure.